Ouais, ça marche. Bon, d'abord, je voulais te remercier, Anthony, pour organiser ce live. Donc, moi, je m'appelle Arnaud. Je suis kinésithérapeute depuis 1998 de l'école d'Assas. Je suis aussi ostéopathe depuis 2003 du CSOF. Enfin, avant, ça s'appelait le COF, le Collège ostéopathique français. Et je suis effectivement formé, enfin, j'ai fait différentes formations, mais pour ce soir, ce qui nous intéresse, j'ai été formé à la méthode Mézières il y a assez récemment, puisque je suis diplômé de la promotion de 2022. Tu vois, donc, c'est vraiment tout récent. Et sur les réseaux aussi, depuis 2023-2024, sur Instagram, donc, effectivement avec ma page, qui n'est dédiée qu'à la méthode Mézières, qu'on va appeler la physiothérapie globale des chaînes myofasciales, puisque c'est sa nouvelle dénomination. Voilà. Ok. Donc, je t'explique un petit peu le concept. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me demander, il a eu un patient qui a fait la méthode Mézières, enfin à qui on a poussé contre lui à faire la méthode Mézières, et donc m'a demandé ce que j'en pensais. Donc, pour moi, c'était un peu le passé, parce que même à l'époque où ça m'a été présenté, donc je l'ai vu à l'école de kiné. Ouais. Donc, je l'ai vu à l'école de kiné, mais je l'ai vu dans un module global sur les chaînes musculaires. Donc, il y avait une personne qui venait nous présenter la méthode Mézières, une personne qui venait nous présenter la méthode GDS, une personne qui nous présentait la méthode Busquet. Mhm. Et donc, déjà, même à ce moment-là, où c'était présenté comme ça, et à l'école, ces personnes-là, c'était pas les plus à jour. En fait, GDS était vu par exemple comme une évolution de Mézières, où du coup, GDS avait rajouté des chaînes musculaires supplémentaires et tout ça. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais faire un live pour un petit peu faire le tri en tout ça. Je pense que les gens, ils n'arrivent pas à faire le tri dans les informations qu'ils ont sur Internet et tout ça. Donc Mhm. ça pourrait être bien bah, que moi, je propose un truc, qu'au moins ça puisse faire office de point de repère. Mhm. Et je me suis dit, bah, je vais forcément présenter des choses. Et en présentant les choses, il y a forcément des gens qui vont me faire le reproche que bah, je suis pas formé, je suis pas compétent et ce genre de choses. Parce que il y aura des aspects peut-être bénéfiques et il y aura sûrement des aspects critiques. En tout cas, de ce que j'ai lu, pour le coup, il y en aura. Et, et, euh, Excellent. et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je ne veux pas présenter de toute manière un truc de manière unilatérale. Je compte sur toi pour que tu corriges que je vais dire des bêtises sur Mézières. Et je compte surtout sur toi pour qu'on en discute un petit peu ensemble et que, voilà, pour que, une fois qu'on en a discuté ensemble, on puisse se faire une meilleure idée de ce qu'est la méthode Mézières, de ses mérites et de ses démérites. Tout à fait. Ok, C'est ça te convient pour toi? Alors moi, c'est exactement, c'est très très bien. Et je trouve très très bien ton initiative. Et puis en plus, je suis content que ce soit toi qui propose parce que j'adore ton travail. Je trouve vraiment super tout ce que tu fais. Je te suis depuis longtemps. Et donc ouais, je pense qu'on va essayer effectivement de faire avancer le débat et puis dépoussiérer un peu cette image parce que comme tu l'as bien dit, effectivement, elle a une image un peu ancienne et malheureusement, ce que je vois effectivement de ce qu'on en dit, ce sont en fait des images du passé et pas celles du présent. Donc, bah, j'espère que je vais pouvoir apporter un peu de nouveauté, en tout cas sur cette pratique de la kinésithérapie, qui est quand même très ancienne, qui a 70 ans, mais qui a subi quand même beaucoup d'évolutions, et en tout cas, même très récemment, depuis une dizaine d'années. On a déjà une première question, on me pose la question, c'est quoi GDS? Est-ce que tu veux répondre comme ça? Quoi, pardon? Moi, j'ai pas entendu. C'est GDS, parce que bah, du coup, j'ai dit que GDS c'était une évolution de Mézières, comment ça a été présenté, donc du coup, on me demande c'est quoi GDS. Donc, Alors, est-ce que tu veux que je t'explique ou tu as envie comme tu de. veux, bah, vas-y, vas-y, après je corrigerai si jamais Ok. que je peux Donc rajouter. GDS c'est pour Godlieve Denis Streif. Donc c'est une kiné ostéopathe belge qui du coup a suivi la formation de Mézières. Et du coup elle s'est dit tiens elle a fait Mézières donc du coup on va en discuter un petit peu mais elle a établi 4 chaînes musculaires. Donc du coup en gros les muscles qui sont censés fonctionner comme une unité. Donc c'est l'unité musculaire et donc cette unité musculaire c'était les muscles qui travaillaient ensemble, c'était les chaînes musculaires. Et ben, du coup, Gottlieb Dennis Struff, avec sa vision ostéo, elle a voulu apporter un truc supplémentaire. Et donc, du coup, elle a créé sa méthode GDS où elle avait 6 chaînes musculaires, si je m'abuse. J'ai pas révisé Alors, depuis. en fait, non, tu peux même dire 8. En fait, elle a surtout apporté un concept psycho-comportemental puisque son mari était psychiatre et elle travaillait en hôpital psy. Ouais. Donc, en fait, elle a essayé d'apporter une explication à la posture en fonction de son état psychique. Voilà. C'est surtout ça, cette évolution qu'elle a apportée. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que Garoman, ça aura répondu à ta question. En sachant que, si je fais pas d'erreur, dans Mézières aussi, elle a apporté
une vision psychique avec tout ce qui était sur la somatisation et tout ça. Tout à fait, ouais. Ouais. Et du coup, l'interaction entre chaîne musculaire et psychologie et certaines, la posture d'ouverture et la posture de fermeture, il me semble que elle aussi, elle l'a apporté, ou alors c'est vraiment que à partir de GDS que ça a été fait. Ouais, elle en parlait, bien évidemment, puisque de toute façon, après, c'est simple à comprendre. Effectivement, quelqu'un qui est plutôt déprimé va être plutôt replié sur lui-même, et quelqu'un qui va être plutôt très expressif sera plutôt ouvert. Donc ça, c'est une évidence, mais GDS a apporté effectivement une complexité beaucoup plus importante. Voilà, c'est vrai. Et puis elle a apporté les notions de chaîne latérale, de chaîne antéro-interne. Voilà, elle a subdivisé en fait les quatre chaînes principales décrites par Françoise Mézières. Je pense que le mieux, c'est déjà de montrer un petit peu les chaînes de Mézières pour que les gens Chaîne principale, ouais. ils comprennent. Hop. Donc là, déjà, il y en a deux. Je les ai. Alors, par contre, on voit plus ta tête. Donc, il faut que je t'ajoute aussi ici. Tac, tac. Capture de fenêtre. T'es là, normalement. Je fais une bêtise, je t'ai pas ajouté au bon endroit. Donc, là, ce que vous pouvez voir sur la capture, là, sur le truc, c'est la chaîne postérieure. Donc, en gros, soi-disant, les muscles postérieurs, donc les ischio-jambiers, le triceps sural, du coup, le grand fessier. Il n'y a pas le grand adducteur aussi dedans. Je sais qu'il y en a qui l'intègrent. Les muscles paravertébraux, en gros, tout ça, c'est censé fonctionner, créer une unité musculaire et donc, du coup, une unité fonctionnelle. Voilà. Est-ce que tu Ça peux comprend une rajouter un truc? quarantaine de muscles, hein. Voilà. Pardon, tu disais? Ça prend une quarantaine de muscles, la Une chaîne quarantaine, postérieure, ouais, ouais. qui est la plus riche, la plus longue et la plus riche en nombre de muscles. Alors, mauvaise nouvelle, j'ai fermé la mauvaise fenêtre. Ça va vraiment pas ce soir, vu que j'ai refait. Donc, ok, donc ça, c'est la première chaîne. Ensuite, tu as la chaîne antéro-interne. Tu peux la décrire peut-être pour moi, le temps que je roule. Interne, c'est la plus simple, c'est juste deux muscles qui sont le diaphragme et le psoas. Le psoas iliaque, on pourrait dire trois, mais voilà. C'est diaphragme et psoas. Une espèce de duo infernal et dont on parle beaucoup, notamment à partir du psoas. Voilà, mais ça forme effectivement une unité entre respiration et bassin. Donc, la chaîne antéro-interne. Ensuite, après cette chaîne-là, il existe du coup la chaîne. Je vais y arriver. La chaîne. J'ai mis la chaîne brachiale. Tu vas peut-être parler d'une autre chaîne en premier. Non, non, c'est la chaîne brachiale, thoraco-brachiale, effectivement. La Ok. chaîne de flexion du membre supérieur, chaîne fonctionnelle. Oui, je sais que vous voyez une notif sur la caméra de l'invité. Ça va disparaître. Ok. Hop. Donc, la chaîne brachiale. Après, du coup, il y avait la chaîne Antérieur du du coup. cou. Donc, bon, voilà. Ils ont tous vu. Toi, tu me vois plus. Et ça va rester comme ça pour l'instant. Parce que du coup, la webcam ne fonctionne plus. C'est pour ça que ce n'est plus la webcam que j'utilise pour faire des lives, d'ailleurs. Alors, petite précision, c'est que la chaîne antérieure du cou a été rajoutée bien plus tard par Françoise Mézières. En fait, on a décrivé trois au départ. Et elle a intégré, je crois que c'est au cours des années 70, la chaîne antérieure du cou. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, c'est les chaînes musculaires. Donc, de ce que j'ai compris, et tu vas me corriger si je me plante, Mézières, donc du coup, elle considère que du coup, ces chaînes musculaires, elles forment un tout. Elles sont là pour lutter contre la pesanteur. Et en gros, le tonus musculaire va lutter contre la pesanteur également. Et du coup, ce qui peut générer des problèmes, puisque en luttant contre la pesanteur, le tonus va augmenter, donc les muscles vont devenir contractés, et donc du coup, derrière, il va falloir détendre. Je sais pas trop comment dire le truc, mais... Si tu veux, enfin, on va juste, si tu permets, on va juste faire un petit rappel historique parce que ça, c'est de l'histoire en fait. Et c'est pas la réalité aujourd'hui de notre travail, si tu veux, mais ça fait partie de l'histoire. C'est important de le savoir. Donc, Françoise Mézières, le point de départ, il faut savoir d'abord qu'elle a été élevée au Vietnam, donc elle a une culture asiatique. Donc, elle est arrivée en France que vers l'âge de 12-14 ans. Et à 16 ans, son père l'a mise dehors, lui dit maintenant tu travailles, je ne peux plus t'élever, tout ça. Donc elle est partie, elle a quitté la maison et c'était en pleine épidémie de polio. Et elle s'est mise à travailler en tant que masseuse, parce qu'à l'époque, entre deux guerres, il y avait des masseurs pour les polios et c'était un apprentissage qui était comme un compagnonnage, si tu veux, donc sans aucune formation ni rigueur, quoi que ce soit. Après, elle a beaucoup bossé, elle a beaucoup étudié l'anatomie et à tel point que donc elle avait une certaine réputation et Boris Dolto, en 1947, elle l'a fait intégrer à l'école, la première école de kinésithérapie officielle, qui s'appelle les FOM, que tout le monde connaît, dans le monde de la kinésithérapie. Et puis elle a travaillé là. Et en même temps, elle était enseignante dans cette école de gym rééducatif. Tu sais, ça se faisait à l'époque, c'était la gym rééducative issue de la gym suédoise de 1900. Et puis, elle s'est opposée, entre guillemets, dans sa vision à l'enseignement qui s'appuie sur ce qu'on appelle la doxa gravitaire. La doxa gravitaire veut dire que
On pense que notre corps subit la pesanteur et qu'il va s'effondrer petit à petit en vieillissement et que nos muscles ne vont pas supporter cette pesanteur et donc, du coup, vont s'affaisser, on va retourner vers le sol. Bon, Françoise Mézières avait une autre vision qui était celle, en fait, que ces forces étaient plutôt internes et que c'est effectivement que les chaînes étaient trop fortes, trop courtes, trop puissantes et que petit à petit, elles allaient effectivement nous rapetisser et qu'il fallait dans cette idée-là, aller les ouvrir, donc les étirer comme on faisait des étirements à l'époque, il faut remettre dans le contexte, qui étaient des étirements qui étaient assez durs. Hein. On avait une rééducation à l'époque qui était, enfin je pense qu'on ne pourrait plus faire ce genre de choses sur nos patients à l'heure actuelle. Voilà. Donc elle est partie de là, si tu veux. Et puis elle est partie en fait de patients syphosés, extrêmement syphosés, qu'elle n'arrivait pas à redresser avec une hygiène rééducative, notamment en travaillant un travail d'extension des fixateurs de l'omoplate, qu'elle n'arrivait pas à corriger ces syphoses. Donc elle s'est dit, je vais allonger mon patient, puis je vais lui appuyer simplement sur le thorax pour effacer la bosse qui est dans le dos. Bon, ce qui s'est passé, c'est que le patient a lordosé au niveau cervical, il s'est mis en extension, il n'arrivait même plus à respirer, donc elle s'est dit, on va effacer la lordose cervicale, on va tenir le thorax, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a cambré au niveau lombaire, il a lordosé au niveau lombaire, donc elle a dit, ça va pas, donc elle a effacé la lordose lombaire, appuyé sur le thorax, effacé la lordose cervicale, et ce qui s'est passé, c'est que le patient, à ce moment-là, s'est mis à plier les genoux, il s'est mis en flexum. Donc elle a eu une réflexion en se disant, si on fait ça, à ce moment-là, la correction va se déplacer le long du corps et qu'il faut avoir une vision globale et qu'il faut à ce moment-là étirer l'ensemble. Voilà. C'est son point de départ, c'est ce qu'on appelle le princeps de Françoise Mézières. Et à partir de là, tout a nourri sa réflexion sur l'anatomie, essayer de comprendre qu'il y avait peut-être des muscles qui fonctionnaient ensemble en fonction d'une étude purement anatomique. Hein. Voilà, de ses connaissances biomécaniques de l'époque. Ouais, Voilà. c'est ce que j'avais lu dans les livres. Donc, c'est rigolo. C'est toutes ces méthodes avec un nom, elles ont toujours des trucs similaires. Où, en gros, c'est comme Mackenzie avec son Monsieur Smith et ce genre de choses, où finalement, il y a toujours une sorte d'histoire et d'observation princeps et qui a développé la méthode avec le nom propre. On a deux questions. Question numéro 1, je vais faire dans le mauvais ordre. Est-ce qu'il y a aussi le concept de tenségrité dans Mézières? Alors, le concept de tenségrité, alors attention, oui, parce que effectivement, François Mézières parlait de chaîne musculaire. À l'heure actuelle, dans la dénomination officielle de la méthode Mézières, qui s'appelle la PGCM, qui est un acronyme qui veut dire physiothérapie globale des chaînes myofasciales. Donc, le fascia a été intégré dans le concept de chaîne musculaire. On parle plutôt maintenant de chaîne myofasciale, issue de toutes les connaissances qu'on a sur le fascia, notamment avec les travaux du Fascia Research Society et puis les travaux de Wilke, de Stecco, de Guimberto et compagnie. Il a semblé en tout cas intéressant dans l'évolution de la méthode Mézières d'intégrer le fascia parce que c'est un tissu effectivement très connecté et que on en parlera peut-être plus tard, c'est qu'on n'est plus dans une logique biomécanique pure, on est vraiment dans une logique plutôt neurocognitive et donc il semblait intéressant d'intégrer cette structure conjonctive richement énervée dans ce concept de globalité. Donc effectivement, on parle de chaîne myofasciale, donc on peut parler de tenségrité, mais la tenségrité, c'est vraiment lié, alors c'est plus le concept américain avec Myers, donc on parlera peut-être aussi, qui lui a parlé aussi de chaîne musculaire et que lui a intégré le fascia issu des travaux d'Ida Rolf sur le fascia. Mais ça n'a rien à voir avec la fasciathérapie ni avec l'ostéopathie. C'est simplement une vision plutôt neurophysiologique, une volonté d'intégrer le fascia dans ce concept-là, mais pas forcément dans un concept pur de tenségrité qui serait lié à la fasciathérapie ou à Myers, par exemple. Donc si je reprends une version courte, c'est plutôt non. Oui, parce que Le fascia intégré, mais pas dans le concept de tenségrité, mais dans un autre concept. ouais, le concept de tenségrité, c'est quand même très lié à Myers, c'est très lié à la fasciathérapie. Nous, on n'est pas fasciathérapeute, on travaille forcément sur ces tissus parce qu'à partir du moment où tu ne peux pas quand même dissocier le fascia du muscle, tu ne peux pas dissocier quand même ce qui maintient le muscle et le muscle lui-même. Ce serait un peu réducteur. Bon, voilà. Je te dis, après, nous, c'est plus une réflexion qui est issue de tous les travaux qui ont été faits par le Fascia Research Society et que cette structure qui est le fascia, et Guimberto d'ailleurs est venu à l'un des congrès il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, participe à notre congrès, il nous en a beaucoup parlé, et effectivement, ça nous semblait important de l'intégrer. On ne peut plus parler de chaîne musculaire, il faut plus séparer le fascia du muscle, je crois que ça fait partie de la même unité fonctionnelle. Voilà, tout simplement.
Ok. Du coup, on m'a aussi posé la question, il n'y avait pas la méthode de Gasquet aussi, donc rien à voir. De Gasquet, c'est pas des chaînes musculaires. Ah non, Et voilà. Donc voilà, c'était pour ça que j'ai gardé cette question pour après. ouais. Donc ça, Par contre, c'est... peut-être qu'il voulait partir de Busquet, peut-être aussi, parce que de Gasquet, je sais pas. Ah ouais, peut-être, oui. Bon, Ouais, Busquet. Busquet, c'est assez rigolo d'ailleurs. J'ai écouté son podcast sur GMK. Ils avaient fait tout ça. C'est assez rigolo quand il raconte son histoire parce que finalement, on a l'impression qu'il voulait absolument faire un truc. Et donc, du coup, il a dit, ah, mais en fait, GDS avait déjà tout fait, tout ce que je voulais mettre. Et donc, du coup, il a fallu qu'il recherche pour vraiment refaire une autre méthode qui n'était pas pareille que GDS. Donc, ça donne vraiment plus l'impression. Et après, il y a eu Souchard aussi. Hein. Souchard, ça a Ouais, été avec le RPG. Après, la il y a eu reprogrammation posturale globale. la reconstruction posturale Nizan. Bon, Ouais. oui, il y a eu, chacun a voulu importer un petit peu son truc et s'approprier certaines choses. Bon, voilà. Il y Donc, a Laura Berthollet aussi qui a fait la méthode Mézières-Berthollet. Pardon, la méthode Mézières-Berthollet avec la main comme ça parce ouais, que c'est en Italie. ouais. Voilà. Ouais, et puis après, Enfin, après, tu as aussi l'anti-gym de Bertora aussi, bon, qui n'est pas la kinésithérapie, hein, qui est de la gym. On en parlera peut-être du concept de gym Mézières, ça sera intéressant d'en parler. Mais oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, voilà. À l'heure actuelle, voilà, on va parler de l'origine. Après, tout ça, c'est des, comme tu peux avoir dans différents courants aussi, de la base, eh ben, il y a un arbre comme ça, voilà. Et puis, voilà. Ok. Mais on va essayer de se recentrer sur Mézières, je pense que c'est plus. Ouais, ouais, là, on va. Moi, ce que je vais te proposer, c'est, est-ce que tu pourrais me décrire une, une séance, on va dire pas type, mais en gros, le déroulé d'une séance que tu vas faire avec un patient en Mézières, en PGCM, si tu veux. Ouais. Alors, d'abord, il faut savoir que, alors, ça, c'est surtout, voilà, c'est d'ordre plutôt administratif. Donc, on travaille ce on appelle en acte hors convention. Ça, c'est important d'en parler. Les actes hors convention, c'est-à-dire que comme nous, on passe quand même plus de temps avec nos patients, tout n'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc on travaille avec un devis. Donc, ce devis, avant de pouvoir donc que le patient l'accepte, il faut créer cette alliance thérapeutique que tu connais bien, Anthony. J'ai suivi ta méthode, les méthodes ASK, et notamment l'anamnèse. Donc l'anamnèse, pour nous, c'est un moment extrêmement important où on va créer cette alliance thérapeutique autour d'une acceptation quand même de payer quand même pour se soigner. Et ça, c'est quand même un truc qui est important. Et pour ça, donc, on va prendre le temps. On va prendre le temps d'écouter leur histoire. Moi, ce que je fais généralement, c'est que même avant qu'ils viennent, je leur envoie un certain nombre d'informations. Donc, effectivement, le devis, mais je leur envoie aussi des échelles multidimensionnelles d'évaluation de la douleur, donc que ce soit un HAD, que ce soit un Overstreet, que ce soit un Maya, et ainsi de suite, qui vont remplir et qui vont venir lors de la première séance de manière à alimenter encore plus le bilan. Le bilan, donc, il y a l'anamnèse, il y a ces échelles d'évaluation de la douleur, donc dans le concept biopsychosocial, et il va y avoir aussi, bien sûr, tout l'historique traumatique, chirurgical, médical, enfin, le classique de la kinésithérapie. Et puis après, il va y avoir un bilan, donc un bilan où on va observer de phases de profil, un certain nombre d'informations, on va noter un ensemble de choses. Alors après, on peut utiliser, en tout cas moi j'utilise systématiquement un logiciel spécial qui a été développé par Mézéris, par un des enseignants de la MIC, qui s'appelle Adibas, qui est un logiciel d'analyse 3 dimensions et 2 dimensions qui nous permettent de faire tout un tas de mesures. Et à partir de là, on va sortir un rapport de 4 pages où tout vient passer de la tête aux pieds, on va tout analyser. Et une fois qu'on a fait ça, on démarre généralement une première séance issue d'un diagnostic qui est certes un diagnostic kinésithérapie classique au point de départ, mais avec aussi nos propres spécificités, nos propres tests qui vont viser à tester ces fameuses chaînes musculaires dont tu as parlé et tester aussi la respiration. À partir de là, on va donner un diagnostic Mézières, et qui va nous permettre de proposer un traitement qui va s'inscrire sur la durée. Donc, ça ne serait pas sur une seule séance, on va inscrire sur un certain nombre de séances. Ça va être donc ce que on aime bien faire, c'est partir en fait de la séquence de redressement. Tu sais, de partir allongé et puis d'arriver à debout. L'idée, c'est quand même l'homme fonctionnel. Donc, retrouver la fonctionnalité dans toutes les positions. Donc la posture allongée, pied en l'air, qui est classique dans la méthode Mézières, finalement, ça c'est pareil, c'est plutôt historique, c'est pas vraiment la réalité de ce que l'on fait à l'heure actuelle.
Donc, on va proposer, bien sûr, allonger au départ, c'est plus facile pour observer la respiration, pour installer le patient, pour lui expliquer beaucoup de choses. On va tester, on va lui demander donc un travail respiratoire, de régulation respiratoire, parce que toute la séance va être rythmée par cette respiration et l'effort de correction actif va se faire avec l'aide de la respiration. On est quand même sur un traitement actif, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que peut-être de parler du concept de gym, c'est pas inintéressant parce que Quand tu parles de correction, tu veux dire que tu parles de changer la posture? alors, non, pas changer la posture. Là, je parle simplement d'abord de la respiration. Donc, on va observer leur manière de respirer et on va essayer d'harmoniser leur respiration. Tu vas voir des gens, par exemple, typiquement dans la cervicalgie persistante, ce sont des gens qui vont respirer essentiellement au niveau cervical. Ils ne vont pas avoir une respiration thoracique et encore moins abdominale et pelvienne. Donc, on va essayer de leur apprendre à harmoniser déjà cette respiration. Après, on va positionner les patients petit à petit dans un esprit de correction globale avec les membres supérieurs, la mâchoire, le bassin, les membres inférieurs, pour arriver à une première posture d'allongement global, active, excentrique, avec l'aide aussi de la respiration. On parlera de la correction posturale, je vois bien où tu veux en venir et je pense qu'on va être assez d'accord là-dessus. L'idée n'est pas en fait de corriger une posture, est-ce que c'est possible ou pas, ça c'est la vraie question. L'objectif est en fait de redonner, de faire un travail sensorimoteur et d'intégration et d'apprendre aux patients, c'est surtout de l'éducation. Je crois qu'il faut parler vraiment plutôt d'éducation fonctionnelle, de leur apprendre à bouger différemment et à J'ai apprendre. besoin d'une petite pause, s'il te plaît, parce que j'ai besoin d'une petite pause, s'il te plaît, parce que tu as utilisé beaucoup de mots jargonneux. Et j'ai besoin qu'on fasse, on remette les choses à plat, parce que sinon, Oui, on enchaîne des trucs et je vais avoir un peu de mal. Donc, d'accord. on va reprendre un petit peu. Donc, tu as parlé de correction. Donc, j'avais pas compris, mais donc, du coup, tu parles de correction de la respiration. Donc, tu veux dire que, en gros, les gens qui vont plutôt avoir une respiration, tu dis cervicale, Mhm. c'est quoi une respiration cervicale? Parce que déjà, ça, j'ai pas compris. Alors, tu sais bien que la respiration, théoriquement, elle doit se faire en 3 temps, abdominale, thoracique et cervicale. Ça, c'est, on va dire, c'est la base. Après, on va avoir des thorax qui vont être plutôt en inspiration, bloqués plutôt en inspiration, et des thorax qui vont être plutôt bloqués en expiration. Après, tu vas avoir des gens qui vont avoir plutôt une ventilation antéro-postérieure et d'autres qui vont avoir une ventilation assez latérale. L'idée, c'est qu'essayer de trouver, entre guillemets, une norme qui soit équilibrée entre toutes ces zones de manière à avoir un thorax libre et mobile, puisque donc une liberté diaphragmatique est importante dans une fonctionnalité globale, tout simplement. Ok, d'accord. Donc, si j'ai bien compris que tu parles de correction, c'est de trouver une manière de respirer qui fait que le thorax est plus souple. C'est ça? Oui, plus souple et permet surtout une certaine liberté globale. Si tu as une respiration qui est libre, tu comprends bien qu'après, ton corps est quand même plus libre aussi. En fait, j'ai un peu de mal avec le concept déjà de respiration libre. Ça ressemble à quoi une respiration libre? J'en ai Bah, jamais vu dans la nature, donc... non, mais tu vas avoir donc effectivement une respiration qui va mobiliser toutes les zones du thorax de manière, on va dire, optimale, sans restriction, sans blocage, et essayer d'obtenir une respiration avec un volume respiratoire qui soit le plus optimal, tout Ok, simplement. donc une respiration libre, c'est une respiration avec des grands volumes, si j'ai bien compris. Oui, enfin voilà, en tout cas fonctionnel. Voilà. Et pas se retrouver avec juste une partie du thorax qui fonctionne, qui est mobile. Ok, d'accord. Donc, une respiration, du coup, libre, c'est une respiration fonctionnelle. Donc, quand tu parles de fonctionnel, parce que, je veux dire, j'ai peu de gens qui sont venus me voir alors qu'ils étaient asphyxiés. Mais donc, du coup, une respiration libre, du coup, c'est une respiration... Alors, vraiment, je repars sur les grands volumes, mais du coup, c'est pas que les grands volumes, et c'est le autre que j'ai pas compris, du coup. C'est-à-dire en gros, une respiration libre, c'est une respiration de grand volume. Et après, tu m'as parlé de fonctionnel et j'ai pas compris parce que du coup, c'est pas que des grands volumes si j'ai bien compris. Et c'est le autre que j'ai pas compris. Parce que sinon, si je peux pas comprendre, c'est pas. Alors, donc, du coup, moi, je n'ai pas compris non plus. Je, Bah, vas-y, réexplique-moi ce qu'est une respiration libre. Parce que du coup, j'ai besoin de comprendre ça pour pouvoir comprendre, pour pouvoir imaginer ce que vous faites. Non, mais tu comprends bien que tu peux avoir des gens qui vont avoir une restriction de mobilité d'un Mhm. point de vue antéro-postérieur, ça va être plutôt des thorax en expiration avec un plexus excavatum par exemple. Ok. Tu vas plutôt avoir des gens qui ont une respiration plutôt latérale et plutôt basse
Donc là, ce sont plutôt des thorax en inspiration. Donc, il y a une fonctionnalité du diaphragme qui n'est pas optimale, c'est-à-dire qu'elle va travailler plus sur une course interne, sur une course externe. Donc, à ce moment-là, tu essayes de réguler ce manque de mobilité, tout simplement. Je ne vois pas où... Non, mais c'est en fait vraiment, enfin, j'ai pas le terme de respiration libre, donc j'avais juste besoin de comprendre ce que tu entendais par là. Donc pour respiration libre, en fait, c'est une respiration où en gros, tu as une mobilité. En fait, c'est juste dans ton mouvement diaphragmatique, tu as des moments où diaphragmatique et du coup, dans le mouvement respiratoire, en gros, tu veux dire tu as des restrictions de mobilité à ce moment-là, c'est ça? Oui, oui, Ok, bah, tout à fait. d'accord. Donc une respiration sans restriction de mobilité. C'est-à-dire que, est-ce que c'est quelque chose de commun, les restrictions de mobilité chez tes patients? Parce que du coup, c'est vrai que... Ouais, vas-y, Bah, je t'en prie. bien évidemment, je veux dire, tu vas avoir... Je vous prenais l'exemple des cervicales persistantes. Principalement, on va se trouver avec des patients qui vont avoir une respiration qui va être haute et qui vont faire uniquement avec les inspirateurs accessoires cervicaux et qui ne vont pas se servir d'une respiration abdominale et thoracique. Donc, et ça entretient effectivement un état de tension, d'espèce de carcan qu'ils vont avoir au niveau cervico-scapulaire, et donc leur permettre de libérer, de leur apprendre surtout à libérer en conscience de cette partie haute, de leur apprendre à respirer avec le ventre tout simplement. C'est une chose qui va les soulager et qui va éviter d'avoir cette pression cervicale qu'ils ont en permanence. Voilà, si je peux donner un peu pratique. Voilà. Ok, donc là, c'est bon, j'ai ça. Je suis désolé de t'avoir interrompu, mais enfin, je veux dire, c'est pour pas te laisser parler. Et en fait, je hoche la tête. Et en fait, j'ai rien compris de ce que tu racontes. Donc, D'accord, je vais encore t'interrompre plusieurs fois. il n'y a pas de souci. Donc, il y a ça. Donc, il y a la notion de type de respiration, Mhm. si j'ai bien compris. Donc, est-ce que tu as d'autres choses Donc, tu me disais que tu partais dans les séquences de redressement. Donc, tu Mhm. commençais à allonger sur le sol. Et donc, ensuite, à part la respiration, qu'est-ce que tu regardes? Voilà. Alors, simplement, quand tu allonges quelqu'un sur le sol, alors, je prends l'exemple du sol parce que c'est le sens le plus logique, le plus pédagogique pour vous expliquer, mais on peut démarrer de différentes manières, dans différentes postures. Allongé sur le sol, simplement, on va observer sa position au sol, on va lui demander ses sensations, tout simplement. S'il est bien installé, est-ce qu'il appuie plus sur le thorax, sur le cervical, comment sont ses cervicales, comment c'est son lombaire, est-ce qu'ils sont confortables au niveau des lombaires. Typiquement, dans la lombalgie, on va avoir des gens allongés sur le dos qui vont avoir des difficultés à supporter cette position. Donc, on va leur apprendre. D'abord, on passe par la respiration pour que effectivement, on ait ce phénomène de détente. Et puis après, on va aller petit à petit à leur apprendre à se positionner différemment, dans un esprit plutôt d'allongement, effectivement, mais en même temps, en essayant d'activer des muscles profonds qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler. Tu sais que dans les travaux de Hodge et de Mosley, donc, qui ont travaillé sur la douleur persistante, ont montré qu'il existait une inhibition des muscles profonds au profit des muscles superficiels. Notamment, lui, il a travaillé sur les abdominaux et le pelvis, et la relation qu'il y avait entre les deux. C'est un peu ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des muscles superficiels qui sont parfois trop toniques, et des muscles profonds qui ne travaillent pas. Donc, par cette manière-là, on essaye d'équilibrer en fait les tensions entre ceux qui sont un peu trop forts, un peu trop toniques, et ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler. Donc, on va, par le travail, que ce soit alors, allongé, peut-être pas, mais plutôt en position assise, stimuler les muscles profonds, par exemple, du rachis et les érecteurs, les fameux multifides, par un travail spécifique. Et on va essayer effectivement de réveiller ces muscles-là qui sont en déficit et dont on sait bien, par exemple, dans la lombalgie persistante, qui sont déficitaires. Donc, après, position allongée, on peut travailler assis, on peut travailler debout, on peut travailler ce qu'on appelle en 4 appuis. Donc, on va avoir les 2 pieds au sol, les 2 avant-bras posés sur une table. On va travailler contre un mur et on va travailler aussi debout. L'objectif est quand même de finir plutôt quand même debout ou assis. En tout cas, on essaie de se rapprocher plus de la réalité quotidienne du patient, de manière à ce qu'il puisse, par exemple, quelqu'un qui travaille assis toute la journée, se positionner différemment assis tout au long de la journée. Quelqu'un qui avait l'habitude plutôt de travailler debout, qui aura des difficultés pour la marche, et ben on va finir par travailler effectivement la marche en position debout. Voilà.
Mais ça se fait pas qu'en une seule séance, ça se fait sur plusieurs séances et puis il faut suivre le rythme du patient. On peut pas imposer des postures académiques, strictes, stéréotypées. Ça, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. J'essaie de reformuler un petit peu ce que j'ai compris. Donc, si j'ai bien compris, en gros, là, l'idée, ça va être de faire bouger les gens pour voir s'il y a avec un truc, une sorte de programme préfet, on va dire, si j'ai bien compris, genre les séquences de redressement, ce genre de choses, pour ensuite voir dans quelle situation ils vont se sentir un peu bloqués, ce genre de choses, dans quelle situation ils vont éprouver des difficultés, et en éprouvant selon les difficultés qu'ils vont éprouver, toi, après, tu vas essayer de les accompagner pour pour réactiver certains muscles qui ne sont pas réactivés, si j'ai bien compris. Redonner de la mobilité, là, il n'y en avait pas. C'est un peu ça? Oui, ouais, c'est un travail de kiné, quoi. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Et du coup, l'aspect. Alors, du coup, on a plusieurs choses qui. Il y a un petit peu des bastons dans les commentaires, là. Du coup, il y en a qui posent des questions sur c'est quoi un blocage respiratoire? Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de respiration cervicale? Donc, je sais pas, est-ce que tu arriverais à mimer une respiration cervicale? Parce que moi, je t'avoue, tu me dis c'est la base. Moi, je connaissais respiration abdominale, respiration thoracique. Donc, respiration cervicale, c'est un peu une première. Donc, Julien Valto nous a demandé ça. Et du coup. Il y a aussi Quentin Politino qui nous a demandé si comment les normes d'une bonne respiration ont été établies. Donc je pense que ça, tu y as déjà répondu en disant qu'en fait, c'est pas une bonne respiration, c'est juste une respiration où on peut Il y a... gonfler le thorax dans tous les sens, quoi. Oui, C'est ça. Françoise Mézières disait, comme ça, après une boutade, il n'y a pas de bonne ou mauvaise respiration, il n'y a que des respirations gênées. Ouais, bon, c'est pas totalement faux. Effectivement, on va observer des restrictions de mobilité. Alors, une respiration purement cervicale, j'engage celui qui a posé la question de regarder sur ma page. J'ai filmé une patiente où on voit exactement cette respiration cervicale, où on va voir effectivement les muscles inspirateurs accessoires du cou qui vont être hypertoniques, voire même creuser carrément toute l'architecture cervico-scapulaire. Et on voit effectivement sa respiration qu'elle ne ventile qu'ici, elle ne respire que là. Voilà. Et le thorax, l'abdomen ne bouge absolument pas. Il n'y a pas du tout de descente du diaphragme, ni d'expansion abdominale. Donc, elle respire principalement ici. On va retrouver ce type de respiration chez les insuffisants chroniques respiratoires. Donc, voilà, chez les emphysèmes et les bronchites chroniques. C'est une respiration. On va regarder, je pense que ce sera beaucoup mieux que de juste le dire. C'est quelle vidéo de ta page? Il faut remonter un petit peu, c'est un peu plus bas, c'était il y a l'année dernière, où je montre effectivement ce type de respiration assez caricatural. Alors, c'est vraiment pour le coup assez caricatural. Voilà. Tu saurais m'indiquer la miniature que tu as utilisée? J'en ai déjà fait pas mal, je ne sais plus. Ah, j'ai inspiratoire, je crois que c'est ça. Tac. On va voir, elle inspire par le nez. Hop, je pense que je l'ai. Je vais la mettre sur le. Alors, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait assez récemment, mais je ne sais pas si c'est celle-là. En tout cas, j'en ai une qui montre les difficultés expiratoires qu'elle peut avoir d'expirer par le nez. Mais ça, c'est encore autre chose. Il faut remonter, c'est une dame assez âgée et Je pense que je l'ai. Fait par un coup. Donc on a non, bien moi, je vais pas un te diaphragme je peux pas en te dire, position je sais pas tout inspiratoire, savoir donc laquelle contracté c'est. en permanence. Donc, on a le diaphragme tellement contracté. À expiration, normalement, les couples diaphragmatiques doivent se relâcher, doivent Et remonter. là, ben, c'est pas le cas. Effectivement, on voit par un coup que madame a des difficultés à expirer profondément par le nez. Donc, la dame a des difficultés à inspirer profondément par le nez. C'était elle. Alors, je veux pas ton image, mais je sais que j'ai une patiente que j'ai filmée qui n'arrive pas à expirer par le nez. Ouais, d'accord, ok. Tout Et ça. c'était elle ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Bon, eh ben, écoute, ça va être compliqué du coup. Non, mais faut remonter, il faut remonter. Je te parlais, ça va être l'année dernière, je pense, que j'ai filmé cette dame qui a la peau très blanche et qui a à peu près 80 ans. Et qui, donc, du coup, on voit exactement ces muscles aspirateurs accessoires cervicaux qui sont hypertoniques et une absence totale avec un abdomen complètement rentré. Voire même, on voit le ventre complètement creux et qui bouge absolument pas quand elle respire. C'est pas Nicole? Non, Ok, bon, bah écoute, effectivement, c'est ma plus vieille patiente, ouais. très bien. Ah oui, peut-être que. Ah oui, je vois que tu t'es beaucoup plus prolifique que moi sur Instagram. Ok, bon, c'est pas grave, on passe à la suite. Du coup, je sais pas si. Désolé, Julien, du coup, c'est. Il nous demande si c'est des signes de tirage à la respiration verticale. On peut parler des signes de tirage, effectivement, les signes de tirage qui sont dans l'insuffisance respiratoire chronique. Ok, donc ça répond à Quentin et Julien en même temps, c'est bien. À l'hôpital, c'est red flag les signes de tirage, je suis d'accord. Ok, très bien. Donc là, c'est un peu ce que vous faites.
Alors, je vais te poser une question avant d'aller plus loin dans le sujet. Moi, j'aimerais bien juste. Comment t'es arrivé à Mézières? Qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, c'est Mézières qui. Pourquoi t'as choisi Mézières comme approche pour traiter les patients? Alors, comme je disais tout à l'heure en présentation, donc moi je suis Kinomé 198 et comme toi, j'ai eu effectivement des gens qui sont venus à l'école nous présenter différentes spécialités de choses qui pouvaient se faire après la formation initiale de kinésithérapie. Moi, j'avais déjà été sensible à ça. Seulement, j'étais aussi très intéressé par l'ostéopathie. Et l'ostéopathie, c'est 6 ans et Mézières, c'était un peu moins long. Donc, je me suis dit, je vais commencer par l'ostéopathie et juste après le kiné, j'ai commencé par ostéo. Et après, donc j'étais diplômé en 2003. Donc, ça fait depuis 2003 que je travaille en ostéopathie. Et dans certains cas, entre la kinésithérapie et l'ostéopathie, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. J'arrivais pas à trouver le lien entre la globalité de l'ostéopathie, ce traitement que l'on sait aujourd'hui très bien, qui est un traitement à court terme, la kinésithérapie classique analytique et quelque chose qui se fait entre les deux. Et je me suis souvenu effectivement de Mézières, je me suis renseigné et je me suis dit, tiens, Banco, c'est le moment, un moment dans la vie, j'ai peut-être un peu plus de temps de me former, enfin, me faire une formation longue, et donc j'y suis allé. Et puis après, de suite, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé que c'était exactement le bon compromis entre la kinésithérapie et l'ostéopathie, et c'était un outil thérapeutique assez puissant, assez efficace, et qui me permettait en tout cas, dans tout ce qui était douleur persistante, d'avoir quelque chose d'assez efficace, en tout cas, pour moi, il me semble assez efficace et assez intéressant et passionnant. Et surtout, retrouver du temps aussi avec les patients. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, ce sont quand même des actes en convention. Donc, on passe du temps avec nos malades et on a un temps individuel avec le patient qui, en tout cas, me faisait retrouver un goût à la kinésithérapie classique et qui me reconnectait aussi avec les patients. Voilà, je trouvais ça passionnant et je continue toujours à être passionné par ça. Voilà. Ok, et du coup, là, si par exemple, donc si j'ai bien compris, là, ce qui t'a fait choisir ça, c'est on t'a dit que c'était un truc global, et donc tu te dis, bah, vas-y, j'ai envie de faire un truc global. L'ostéopathie, je suis moyen convaincu, donc je vais faire ça. Dis-moi si j'ai mal compris. Non, non, je suis toujours convaincu par l'ostéopathie, mais il me manquait entre les deux quelque chose qui pouvait permettre de faire un lien et d'avoir surtout des résultats à long terme. En tout cas, plus à long terme que l'ostéopathie et plus global que la kinésithérapie classique. Ok, donc là c'est le pourquoi, donc pourquoi tu as choisi ça, mais du Mm. coup, comment tu as su, c'est juste parce qu'on te l'a présenté à l'école, ou alors t'as fait une analyse, tu te dis, tiens, là ça marche réellement, c'était quoi l'argument que t'as convaincu? Le point de départ, c'est parce qu'on m'en avait parlé à l'école et que je m'en suis souvenu. Ouais. Après, effectivement, oui, je suis allé me renseigner un petit peu plus sur notamment la formation de l'AMIC. Et ça m'a convaincu parce que l'AMIC a quand même, depuis une dizaine d'années, complètement changé, enfin, en tout cas, a évolué dans sa formation. Ce n'est plus l'enseignement comme il y avait par le passé qui était totalement empirique. Alors, ça reste quand même un enseignement très pratique et on adore cette pratique et il faut pratiquer. Mais l'équipe pédagogique qui est arrivée il y a une dizaine d'années à la MIC, qui est dirigée par Petite pause, j'explique l'AMIC c'est l'association des mésiéristes. c'est l'Institut de formation, ouais. C'est l'Institut de formation la méthode Mézières. Et donc l'équipe pédagogique qui est dirigée par Juan Ramon Revilla, qui est un professeur de physiothérapie à l'Université de Barcelone, et José Moreno, donc ont apporté toute la connaissance scientifique qu'il n'y avait pas, faut le dire, par le passé, qui était quand même un enseignement plus, on va dire, comme du compagnonnage, comme Françoise Mézières le faisait, certes très anatomique, mais qui manquait vraiment de sources scientifiques, de théories. C'est ce qu'a apporté cette équipe pédagogique depuis 10 ans. Et moi, c'est ce qui m'a plu. C'est-à-dire qu'il y avait aussi ça. Il n'y avait pas que de la pratique, il y avait aussi de la connaissance. Donc ce qui t'a convaincu, c'est qu'ils ont mis des références scientifiques en plus, c'est ça? Ah oui, oui, oui. À l'heure actuelle, et c'est pour ça que c'est intéressant effectivement ce live, parce que là, on a parlé de l'histoire, c'est bien l'histoire, et je trouve que ce qu'a fait l'équipe pédagogique a amené quelque chose de nouveau et qui est tout à fait moderne et qui est nécessaire à l'heure actuelle. Tu peux pas faire sans. On voit l'ostéopathie faire effectivement sa mue. Bon, la MIC l'a fait il y a une dizaine d'années, 10-12 ans déjà. Donc ça, c'est ce qui m'a plu.
En même temps, c'est un côté très pratique. Mais en même temps, C'est quoi, par exemple, les sources, les références scientifiques qu'ils ont ajoutées? C'est quoi les trucs qui t'ont convaincu? Enfin, c'est bah, juste qu'ils ont mis des sources, ou alors c'est parce qu'il y avait des sources. ah non, mais après, ils ont été élevés enfin, ils sont professeurs à l'Université de Barcelone, donc ils sont vraiment dans l'EBM, l'Evidence-Based Medicine. On essaie effectivement d'avoir cet apport ressourcé sur plein de choses, voilà, sur notre pratique. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce que l'on fait, pourquoi, comment ça peut éventuellement fonctionner, et quels sont l'intérêt d'un travail sensorimoteur, qu'est-ce que c'est que la cognitivité, et ainsi de suite. Voilà. Et donc plus des sciences, pas des trucs cliniques pragmatiques, mais plus des sciences un petit peu de, je sais pas, c'est pas fondamental non plus, mais c'est préclinique, c'est de la recherche préclinique du coup. Parce que pour le coup, qu'est-ce que je voulais dire? Pour avoir lu, du coup, je me suis tapé l'intégralité des études sur la méthode Mézières qui sont Hum, sur PubMed. hum. Donc ça a été rapide, heureusement. Pour la plupart, la quasi-totalité des études, à part deux de la même chercheuse, ça dit que Mézières, c'est, pour peu importe les trucs, c'est pareil que sur tous les autres coms, sur toutes les pathologies, que les traitements auxquels ils ont été comparés, peu importe les traitements. Il y a juste deux études de l'ENA, je crois. Tiens, je peux montrer aux gens s'ils veulent voir. Bien, surtout la dernière étude colombienne qui a été, dont José Moreno a participé, qui a aussi permis de valider son système d'analyse posturale à DIBAS, qui est la dernière en date et qui est celle qui est en tout cas la plus aboutie. Donc, c'est deux études de Orges Lena, du coup, qui sont des essais contrôleurs randomisés. Et malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas eu accès au full texte, y compris avec les sites habituels. Et je trouve que le groupe contrôle n'est pas très bien expliqué dans l'abstract. Donc, je n'ai pas trop de données pour vous en dire plus. Donc, par contre, là, ce que tu me dis sur Adibas, ce qui est validé, c'est pas Mézières, c'est Adibas. C'est Non. l'analyse de la posture. Oui, ils se sont servis définitivement de la validation de son outil pour après faire une étude dans un second temps. Donc, ils ont validé les protocoles de l'objet qui permettant l'étude et après, ils ont fait une étude comparative, une étude mixte, hein, donc qualitative et quantitative, entre effectivement un groupe de kiné classique, exercice physio et un exercice, un groupe témoin Mézières. Alors, la population n'est pas énorme, mais après, il faut remettre effectivement dans le Je sais nombre de... plus celui-ci, mais dans mes souvenirs, il était plutôt négatif. Enfin, il trouvait pas de différence. Alors, s'il y a une petite différence au point de vue de la douleur à court terme, si, quand même, assez significative. Et en revanche, par contre, sur l'étude qualitative, ce qui en est ressorti, c'est que surtout, c'est l'approche éducative qui a été apportée par le groupe Mézières, qui est quand même très significative. Je montre le papier. Donc, ça a été publié. Le protocole a été publié par Moreno. Et Voilà. l'étude a été publiée par Margareta Lorena Alfonso Mora, pour les gens qui veulent lire. Oh là. Du coup, C'est 2023, 2024, je crois, de mémoire. hop, je montre pour tout le monde. Donc ouais, effectivement, alors du coup, j'avoue que quand j'ai lu que ça marchait que à court terme, j'ai arrangé ça dans le truc plutôt négatif, quoi. Ouais. Voilà. Mais ça peut se défendre, hein. Mais, Oui, non, mais après, y a pas, on est tout à fait conscient qu'il n'y a pas assez d'études faites Mhm. sur Mézières. Il faut être tout à fait clair. Tu as Souchard qui en a fait beaucoup, là, qui est au Brésil, mais donc c'est l'RPG, bon, ça peut s'associer à Mézières. Après, la méthodologie de Souchard au Brésil, elle peut être un peu douteuse, donc on ne va pas en parler parce que ce serait plutôt négatif que positif. Mais après, il faut tout à fait clair, effectivement, il n'y a pas suffisamment d'études. Alors après, il y a des choses qu'on est en train de mettre en place, parce que je te dis, effectivement, depuis une dizaine d'années, l'équipe pédagogique essaye de faire des choses et après, on n'est pas nombreux, donc c'est quand même assez compliqué de mettre en place. Et puis, je ne vais pas t'apprendre ce que c'est qu'une publication, le temps que ça prend et la complexité de la chose. Mais on est en train peut-être de développer d'abord un logiciel qui s'appelle Deneo, qu'on va essayer de mettre en place dans un certain nombre de cabinets de Mézières, qui va nous permettre, c'est un logiciel qui te permet d'avoir accès à tout un tas effectivement de tests, que ce soit des tests de kinésithérapie classique, que ce soit aussi des tests d'évaluation de la douleur, qui va nous permettre de recueillir des informations et qui nous permettra éventuellement, dans un second temps, de pouvoir d'abord
évaluer notre population, parce que pour l'instant, on l'a toujours pas fait. Mais on le sait au cabinet, mais c'est pas officiel. On ne peut pas nous dire quelles sont précisément notre population qui viennent nous voir. Et puis aussi, après, de sortir tout simplement des chiffres et des évaluations sur ce que l'on fait sur une thématique. On pourrait choisir n'importe quelle thématique et essayer d'avancer sur le sujet. Deuxième chose qu'on est en train de faire, au-delà d'Adipas, il y a une évolution intéressante. Une start-up qui a été, soi-disant, élue cette année start-up de l'année dans le domaine médical, qui s'appelle Innov, avec un logiciel qui s'appelle Spineback. Donc là, ce sont des capteurs Bluetooth qui mettent directement sur le corps avec une sensibilité qui serait celle de l'EOS. Donc c'est quand même assez intéressant. Et on a eu la primeur lors des rencontres qu'on a fait à Toulouse, là récemment au mois de mars, d'une présentation de leur logiciel, et on devrait participer au développement de cet outil qui nous permettrait d'avoir quelque chose d'assez extraordinaire en termes d'évaluation et de suivi et de biofeedback. Voilà. Donc ça, on travaille, on essaye, voilà, et ça bouge. Voilà. C'est honorable. Donc, je peux répondre aux questions. On a une question, c'est il y a eu des études méthode Mézières versus placebo sur la lombalgie. Alors non, comme très 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 peu enfin il y a très 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 peu d'études qui ont été faites en comparant une méthode avec un placebo. Ah, il y a une remarque, on dit la kiné classique c'est pas global, toujours les mêmes bêtises. Ça c'est le. Alors je peux entendre, genre moi j'ai eu un problème avec quand on m'a enseigné la chaîne musculaire de Busquet à l'école de kiné. Je te donne le truc. Le gars, il a commencé en disant son cours en disant en kiné classique, vous n'êtes pas efficace. Il faut arrêter toute position. Je ne suis pas là pour m'opposer à la kiné classique. Je fais toujours de la kiné classique et je fais la kiné globale. Oui, on ne peut pas dire de globalité, mais voilà, non, je ne vois pas pourquoi ça s'opposerait et encore moins. Voilà. C'est quoi pour toi la kiné classique, du coup? Non, mais la kiné classique, c'est la kiné, on va dire, générale, qui se pratique, qui est plutôt quand même analytique. Voilà. Donc, et je fais toujours la kiné, je sais pas comment dire, classique, traditionnelle, générale, je vois pas comment on pourrait les qualifier. Voilà. Après, c'est une spécialité, comme tu peux avoir une spécialité des sports, tu as aussi une spécialité chaîne musculaire. Voilà, on peut imaginer sur deux choses, ou kiné respi, kiné pédiatrique, et ainsi de suite. Voilà. Pour moi, ça peut pas être une spécialité dans la mesure où c'est une technique, une méthode. Enfin, genre, c'est, comment dire, c'est comme si tu allais voir ton médecin et que ton médecin disait, bah, je suis spécialisé en antibiothérapie. Bah, oui, d'accord, ok. Enfin, Du coup, par contre, vraiment, la question, ça c'est c'est le truc, on en discute après si tu veux, mais j'aimerais bien juste qu'on aille au bout de c'est quoi un kiné classique. Donc, c'est un genre. Est-ce que pour toi, par exemple, je suis un kiné classique ou pas? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu imagines que je fais? Mais je ne sais pas comment tu travailles, Anthony. Oui, voilà. Non, mais du coup, c'est la question. Je ne sais pas quelle spécialité tu as fait en plus. Quelle formation tu as fait, si tu veux. Ou alors on peut dire, si le côté spécialisation dérange, tu as quand même des kinés qui se disent kiné sport, donc ils se sont spécialisés dans la kiné sport. Alors, est-ce qu'on peut parler de spécialité ou pas spécialité? Est-ce qu'on parle que de formation, de complément je ne sais pas, ou d'outils thérapeutiques, ceux qui utilisent Mackenzie, qui mettent Mackenzie. Alors, je sais qu'après, ça pose une question au niveau de l'ordre, donc effectivement, il y a très peu de spécialités reconnues par l'ordre, mais On parle de... faut le qualifier. Moi, à la rigueur, c'est bon, je vois pas. Mais genre, par exemple, là, ce que tu me dis, alors, moi, je le fais pas ça, mais je sais qu'il y a plein de kinés qui vont chercher à voir si les gens ils ont des restrictions de mobilité, à voir si... Ça, par contre, je fais aussi, de voir s'il y a des mouvements qui sont problématiques, même si je fais pas, je pars pas des séquences de redressement. Il y en a beaucoup qui vont essayer de réactiver le contrôle moteur, tout ça. Est-ce que ça, c'est encore de la kiné classique, ou vu que c'est de la Mézières, tu vois ça un peu... Enfin, ou vu que vous faites ça aussi en Mézières, tu vois ça différemment? Non, mais là, si tu veux, dans notre travail, on va s'intéresser à stimuler les 5 entrées posturales, que ce soit donc le système du pied, que ce soit la somesthésie, que ce soit le système éducateur, visuel et vestibulaire. On va essayer donc d'enrichir le patient de toutes ces connaissances-là en faisant travailler tout ça en même temps
de la tête aux pieds, pas de manière juste centrée sur une pathologie, sur l'épaule. On va essayer, comme on va dire en ostéopathie, c'est-à-dire effectivement la personne qui vient pour une lombalgie, on va essayer d'aller voir au-dessus, en dessous, ce qui se passe et éventuellement les compensations qu'il peut avoir. Donc c'est dans cette idée-là qu'on parle de globalité, c'est-à-dire qu'on va travailler l'ensemble du corps, donc tous ces facteurs, de manière à stimuler la sensorimotricité, si tu veux, la cognitivité globale du patient, de manière à ce qu'il s'enrichisse et qui retrouvent surtout typiquement le type de patient qu'on va avoir. Ce sont des gens qui sont en échec thérapeutique, qui ont déjà essayé énormément de choses, qui nous arrivent des dossiers comme ça à chaque fois, qui ont tout essayé. Bon, voilà, c'est un peu le type de population qu'on va avoir. Ce sont des gens qui vont avoir de la kinésiophobie, qui sont allés voir leur kiné, qui leur a fait faire effectivement des exercices et que même des simples exercices, certainement très bien proposés et à bon escient, il n'y a aucun souci là-dessus, ça passe pas. Donc là, nous, on va passer, voilà, par le travail que l'on va faire, on va leur permettre de se reconnecter et de repasser éventuellement sur des séances de kiné classique, d'aller faire reprendre une activité physique, d'aller à la salle de sport. J'ai encore eu un patient il y a 15 jours, ça va faire plaisir à Pierre-Élie de la Chronique de la douleur. Il s'est abonné à sa page et maintenant il fait des soulevés de terre en suivant les conseils de Pierre-Élie. Il y a 2 ans, il ne s'imaginait même pas faire ça. Donc voilà, c'est simplement cette idée effectivement de ne pas être centré que sur la pathologie, sur une région, et que bien évidemment même notre ordonnance, notre prescription que l'on a, c'est une ordonnance générale. Donc, on n'est pas marqué rééducation pour lombalgie persistante ou d'un genou ou d'une épaule, si tu veux. Voilà. Imagine, j'ai pas la lecture du corps comme que tu as, mais par contre, pour un problème d'épaule, je fais faire des squats. Ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. La patiente me dit, c'est quoi cette sorcellerie? Voilà. Mais du coup, est-ce que du coup, ça, tu ranges ça avec kiné classique? Parce que je reste centré sur un problème à l'épaule, j'essaye de moduler ces symptômes de l'épaule. Est-ce que du coup, tu ranges ça encore dedans ou alors tu sors ça de... Non, mais après, il y a une évolution quand même de la kinésithérapie et c'est très bien. Et je trouve d'ailleurs que la nouvelle génération qui arrive bouscule les choses et comme il faut d'ailleurs. On n'est plus à l'époque de l'électrochaud et de mes anciens associés qui étaient formés en 1972 et qui ne travaillaient qu'en cabine. Donc tout ça, effectivement, d'aller essayer d'aller voir plus loin qu'une épaule et d'aller chercher ailleurs effectivement des moyens de traiter une région, c'est très très bien. Voilà. Après, l'observation qu'on peut avoir et le temps que l'on passe avec eux pendant 45 minutes, par exemple, c'est à peu près le temps moyen d'une séance, fait qu'on va avoir effectivement un peu plus de temps que si on avait 2 ou 3 patients dans une salle de gym, à leur proposer des programmes d'exercice qui sont la plupart du temps assez stéréotypés. On répète que voilà, tu vas faire 10 squats, tu vas faire 20, je sais pas, on va soulever de terre, tu vas faire voilà, 20 fentes bulgares et tout ça. Donc nous, c'est pas notre pratique. Et puis de toute façon, les patients qui viennent nous voir sont des patients qui sont incapables de faire ce genre de choses dans un premier temps. Donc, voilà. Je te propose, je vais juste essayer de couper les commentaires là, parce que ça s'est un peu échauffé sur Kiné Classique. Et donc, du coup, c'est pour ça que je t'ai posé des questions derrière. Donc, je vais te dire un truc de ce que j'ai compris en parlant une fois avec une kinémésiériste. Du coup, j'avais fait un entretien pendant 1h30 avec elle. Et du coup, tu me corriges ou pas? En fait, je sais que Mésia, ça s'est beaucoup développé à une époque où, bah, donc tu as toi-même parlé historiquement que, bah, en fait, elle s'est opposée au dogme de son époque, où le dogme c'était, bah, en fait, on va se ratatiner au fur et à mesure, alors qu'au contraire, elle pensait qu'on allait se tonifier au fur et à mesure de ce genre de choses. Et aussi, c'est arrivé à une époque où on appliquait des protocoles. C'est-à-dire que c'était les protocoles, le médecin, il écrivait un truc sur l'ordonnance, et le kiné, il faisait ce qui était écrit sur l'ordonnance. Et donc, il y a une opposition qui s'est faite à ce moment-là entre des kinés classiques qui suivaient un petit peu les protocoles et des kinés mésiéristes, chainistes en tout cas, qui faisaient chaîne musculaire et aussi d'une certaine manière les kinés qui faisaient un peu de l'ostéopathie parce que c'était les seuls qui avaient un petit peu un raisonnement clinique avec les patients. Je ne sais pas toi comment ça fait, mais dans les méthodes, il y a un peu les héritiers de ces dichotomies. Donc, c'est pas, ça n'existe plus chez les kinés classiques, ce genre de pratique, ou en tout cas, ça devient ultra minoritaire, mais chez jeunes qui se forment, ou en tout cas qui arrivent. Mais par contre, du coup, dans les méthodes, c'est encore... Enfin, comme il y a eu un microcosme qui s'est créé, parce que bah, les gens,
il se mélangeait pas et tout ça. Les kinés chénistes ont eu tendance à considérer les kinés classiques d'une certaine manière et à se séparer d'eux, ce qui aujourd'hui n'est plus une séparation qui serait d'actualité. Est-ce que donc toi t'as pas l'air d'accord? Je t'en prie. Non, non, en fait, l'histoire, elle est très simple. On va reparler d'histoire. Il faut quand même lier l'image que l'on peut avoir, l'image d'Épinal de la méthode Mézières. C'est une image qui est ancienne, qui n'a pas été mise à jour, je te dis, depuis l'évolution quand même sur les années 2000, et qui est liée au personnage de Françoise Mézières. C'était un sacré caractère, faut le dire. Voilà, elle était anti-système. Elle a claqué la porte de les femmes assez tôt parce qu'elle s'est fâchée avec Boris Dolto et qu'elle a commencé à travailler dans son cabinet toute seule en dehors du système. Voilà, et que donc du coup c'est resté pendant très longtemps et que c'est que dans les années 70 que des anciens élèves lui ont expliqué, Françoise, il faut quand même structurer, il faut le mettre par écrit, il faut essayer de faire quelque chose. On ne peut plus continuer à former de manière complètement spontanée et empirique, et donc comme un espèce de compagnonnage dont je te parlais tout à l'heure, et qu'il faut un peu structurer les choses. Donc c'est là où l'AMI qui a été créé dans les 70, hein, donc l'Association des mésiéristes nationales de kinésithérapie, qui a essayé d'avoir un enseignement. Voilà, aujourd'hui, on est membre du SOFAC, donc même la même association que Mackenzie, on est Calliope. Voilà, on a tout un tas, effectivement, en termes de formation, qui est au départ un bilan kiné classique, avec simplement des tests spécifiques, comme Mackenzie peut faire, par exemple, et avec un bilan qui nous est spécifique, et un traitement qui nous est spécifique, c'est tout. Voilà. Tu es formateur au sein de l'AMIC? Non, moi je ne suis pas formateur. Ok, d'accord. C'est ce que j'avais compris, mais Par contre, imaginons que vraiment on va partir du principe que Mézières c'est efficace. D'accord? On part de ce principe-là. Mm. Selon toi, comment? Qu'est-ce qui fait que Mézières c'est efficace? Ça m'intéresse un petit peu de voir comment tu vois les choses. d'abord, qu'est-ce que serait qu'un traitement kiné efficace? Moi, j'ai plein d'idées, mais si je réponds, je vais pas avoir tes indices. Donc, Qu'est-ce qu'un traitement, on va dire, de kiné, de physiothérapie qui serait efficace? si tu veux, je te le dis après, mais vraiment, je vais essayer de pousser plus loin toi ta réflexion. Bah, en fait, si tu veux, il faut quand même il faut respecter un certain nombre de principes. Donc, je te dis au départ, donc, effectivement, donc, on fait un bilan. Voilà, un bilan qui est d'abord un bilan de kiné classique avec les tests de kiné classique, avec une anamnèse auquel on prend le temps, effectivement. Bon, je te parlais de ta méthode, la méthode ASK, effectivement. Moi, je m'en suis aussi beaucoup inspiré. En tout cas, voilà, on essaye en tout cas d'améliorer en tout cas ce temps-là. Après, il y a des évaluations. Il y a un temps évaluatoire donc avec des tests. Donc, ce sont des tests de kiné classique, des tests d'évaluation de la douleur, peut-être un petit peu plus poussés qu'une EVA. Et puis après, on a effectivement des tests spécifiques que l'on fait, comme McKinsey peut le faire, avec ce qu'on appelle les tests, nous, on appelle ça des tests semi-globaux. Et à partir de là, on fait un diagnostic kiné avec une proposition thérapeutique, avec un traitement qui est proposé au patient. Et après, donc, on a un temps rééducatif qui est important et qui est individuel. Et on sait à l'heure actuelle qu'effectivement, les succès, on va dire, en tout cas l'efficacité d'un traitement est liée à la personnalisation du traitement, à l'aspect éducatif. Et ça, ce sont des critères, en tout cas, et en prenant en compte les aspects biopsychosociaux, ce sont des choses qui marchent dans l'idée d'un traitement qui soit patient-centré. Voilà, Okay. avec une recommandation de bonne pratique. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait, du coup, que dans la méthode Mézières, en admettant que ça marche, hein, ton patient là, qui avait des douleurs lombaires qui ne se voyait pas faire, finalement, il finit par refaire du soulevé de terre. Qu'est-ce que la méthode Mézières a changé chez lui qui a pu faire en sorte qu'il soit en mesure de refaire du soulevé de terre? C'est l'apprentissage progressif, surtout progressif, parce qu'il était dans un contexte vraiment d'échec et donc de repli sur soi et de kinésiophobie assez poussée, lui apprendre petit à petit à rebouger des zones qui n'avaient pas l'habitude de bouger et qui n'avaient même pas conscience, qui n'avaient pas certaines capacités à faire certaines choses et dans des postures qu'il croyait en tout cas dangereuses pour lui, et en lui apprenant progressivement avec l'aide de la respiration, de la détente, l'apprentissage d'une contrainte et d'utiliser différentes postures, d'arriver petit à petit à ce qu'il puisse reprendre confiance en soi et être surtout soulagé. Voilà. J'essaie de reformuler. En gros, tu l'as fait de l'exposition progressive avec une distraction, la respiration.
Non, la respiration, c'est une aide comme que tu peux le faire quand tu fais un exercice physique. Oui, enfin, je parle de distraction pour. Mathieu, excuse-moi. Ah, je parle de distraction. Une distraction, pour moi, c'est une aide. Si tu distrais la personne, genre, Ah oui, elle peut moins focaliser, surtout quand elle flippe à fond. oui, oui. Ah, puis après, tu as quand même un aspect de relaxation. Pendant le moment, tu as une respiration calme. Ça, c'est quand même assez bien connu et ça permet effectivement une certaine détente globale. En tout cas, un aspect neurovégétatif, quoi. Ok. Donc finalement, là, si j'ai bien compris, ce que tu me dis, c'est que là, dans ce que tu as proposé en méthode Mézières, les effets sont plus en lien sur le fait que tu as refait faire des choses qui lui faisaient flipper progressivement, petit à petit, avec des stratégies pour qu'ils soient un peu plus sereins. Donc, te relâcher si tu veux, mais serein en tout cas. Et du coup, ça, c'est pas spécifique à Mézières. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait être spécifique dans l'approche Mézières que tu Après, fait autrement? non, mais après, ce travail postural que l'on fait à vitesse lente, contrôlé, coordonné, la coordination du mouvement, arriver à individualiser, à faire bouger une région sans faire bouger les autres. Voilà, c'est ce travail-là qui est quand même un travail actif, excentrique, global, avec, on l'a dit, avec l'aide de la respiration, mais qui va, en tout cas, si vous regardez, je pense que tu as dû regarder aussi quelques exercices que je proposais sur ma page, dans certaines situations, arriver à isoler une région et demander de bouger qu'une seule région. Ça, c'est pas évident à obtenir parce qu'il y a souvent des compensations. Donc voilà, donc arriver à isoler une région bien précisément, c'est un travail spécifique. Ça peut pas se faire avec un travail juste bouge tes lombaires. En fait, tu t'aperçois qu'il va pas bouger que son lombaire, il va aussi bouger le reste. Et s'il bouge le reste, effectivement, si on entretient la douleur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on arrive dans ce travail global, je suis désolé, global, effectivement, si ça gêne les gens, d'arriver à avoir un traitement spécifique et à faire bouger qu'une seule région et à redonner de la mobilité à une seule région. Voilà. C'était pas global qui gênait les gens, hein. C'était que parce que tu disais que la kiné classique n'était pas globale, c'était ça qui les gênait. Oui, ben voilà. C'était pas le fait que tu fais du global. Il faut dire une chose, là, bon, je sais bien tout le discours qu'il y a autour de la méthode Mézières et ainsi de suite. Enfin, nous, sincèrement, enfin, entre guillemets, les méziéristes, en règle générale, on est tous sauf sectaires, on est tous anti-système, on est tous sauf anti-système, on a tous été kinés, on n'est pas contre les kinés, on va dire, qui travaillent de manière générale, voilà, et ni contre les ostéos, enfin, franchement, voilà. Tout ça, c'est des débats qui nous dépassent, on va dire, même à la rigueur. C'est bien que tu l'aies précisé. Du coup, Voilà. je rebondis sur ce que tu as dit, et Luc l'a très bien souligné. Là, tu parles, en fait, dans les trucs spécifiques, tu parles d'isoler, c'est-à-dire de réussir à bouger certaines portions du corps de manière isolée et tout ça, parce que sinon, quand les gens y font, ça va entretenir la douleur s'ils n'arrivent pas à isoler. Pourquoi, du coup? Comment c'est censé ne pas isoler, ça entretiendrait la douleur? Non, mais par exemple, je vais donner un exemple. Oui. On va prendre un exemple concret. J'ai une patiente qui s'est fait poser donc une prothèse discale L5S1 suite à un syndrome de la queue de cheval. Donc, elle était, voilà, elle avait fait de la kiné, elle avait fait de l'ostéo, elle était pratiquée du yoga, elle faisait du pilates et tout ça, et elle continue à percevoir un syndrome de douleur assez gênante. Et donc, du coup, pour arriver à lui faire refonctionner cette région, la région lombo-sacrée, elle n'arrivait pas à mobiliser cette région lombo-sacrée sans faire mobiliser le reste. Donc, ça lui déclenchait des douleurs, par exemple, dans les membres inférieurs ou au niveau thoracique. Et par le travail spécifique que l'on a fait, on a réussi à lui faire rebouger cette région de manière individuelle, et ce qui l'a soulagé énormément, et ce qui lui a redonné aussi confiance. Et maintenant, elle reprend effectivement son Vegas au Pilates, elle va revoir effectivement son kiné pour continuer le travail qu'elle faisait. C'est intéressant comme cas clinique parce que ça me fait penser à une étude. Et avant que je t'en parle, j'aimerais bien. Est-ce que tu verrais une autre grille de lecture sur cette patiente sur pourquoi elle allait mieux? Oui, bah tout à fait, oui, je t'écoute. Non, non, moi je veux savoir si toi tu verrais, avant que je te parle d'une étude et après on en reparle après si tu vois une autre grille de lecture. Mais là, tout de suite, avant que je te parle de l'étude, est-ce que tu verrais une autre grille de lecture sur pourquoi elle va mieux? Pourquoi finalement le fait de la faire rebouger en essayant de faire en sorte que elle arrive à isoler les trucs, ça a pu l'aider à aller mieux, à pas avoir des douleurs quand elle bouge. Oui, non, bah après, faut avoir d'autres grilles de lecture que ça. Après, on peut parler d'éducation thérapeutique, hein, on peut parler euh, de, 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 de neurocognitivité. C'est-à-dire, Alors, juste pas les termes vagues, mais genre éducation thérapeutique, qu'est-ce qui l'a aidé?
Qu'est-ce que tu as fait en éducation thérapeutique que tu penses qui a pu l'aider? Bah, déjà, l'éducation à la douleur. Simplement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés sur ce que c'est que la douleur, comment ça fonctionne. Tu as fait ça avec elle ou pas du tout? Oui, bien sûr, mais non, Ok, moi, je le fais systématiquement avec tous mes patients. ok, d'accord. Enfin, Tu leur dis quoi? je veux dire, ma pratique n'est pas forcément une pratique. Enfin, je veux dire, c'est pas ma pratique à moi, c'est comme ça qu'on me l'a enseigné, hein. Ouais, ouais, non, il y a pas de souci. C'est juste ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire une grille, en fait, de voir ensemble, genre Mézières, comment tu le fais. Et donc, Mhm, du coup, ensemble, après, du coup, quand on voit comment tu le fais, mhm, qu'est-ce qui a pu créer, comme que tu vas manger une pomme, il y a des choses, ça va t'apporter des nutriments. Et les nutriments, il y en a qui seront essentiels pour toi. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est on réfléchisse ensemble sur les nutriments essentiels de ton soin pour voir si. Là, tu m'as parlé d'isolation des mouvements et tout ça. Et du coup, moi j'ai d'autres idées. Et c'est pas que je veux me mettre en position de prof, mais c'est genre, je pense que si je te donne pas les autres idées, ça va en faire émerger d'autres chez toi. Et ça m'intéresse un petit peu qu'on on en ait d'autres Après, ensemble. on peut parler simplement de la coordination en règle générale. On sait bien que le système nerveux cherche à automatiser le maximum de choses, et ça a été bien démontré par les travaux de Kimura Yawasaki sur la douleur persistante. Donc, cette réaction première à une douleur, qui est effectivement l'automatisation dans un système plutôt écologique, fonctionnel, qui va donc restreindre le mouvement et qui, malheureusement, à court terme, ça marche, mais sur le long terme, ça va se retourner contre le corps lui-même. Et simplement essayer de complexifier un petit peu le mouvement, et donc d'essayer de développer d'autres fonctionnalités beaucoup plus complexes, on sait que ça fonctionne et que ça peut soulager. Non, je ne sais pas. Oui, oui, donc la coordination, d'une certaine manière. Je lis en même temps les commentaires pour être sûr de rien rater, comme ça, s'il n'y a pas de questions. Donc, on a des petites réactions sur l'éducation, le terme d'éducation. Julien, on en parlera plus tard si tu veux. Je pense qu'on ne pourra pas l'aborder ce soir. Du coup, ok pour la coordination. La coordination, comment tu verrais ça, que ça change la douleur, toi? Qu'est-ce qui fait que si la personne elle est plus coordonnée, sa douleur change? Mais c'est simplement que tu permets de fonctionner différemment d'un point de vue, ne serait-ce qu'en termes de richesse de connexion neuronale. On sait que plus un système est riche d'un point de vue neuronal, plus il a de capacité à s'adapter à son environnement. Donc la perte d'adaptation à son environnement, c'est une source de douleur. Ok, donc pour toi, en fait, ce serait que du coup, côté soumis à un environnement précis, tu vas refaire des choses qui entretiennent tes douleurs vu que tu n'as pas assez de richesse. C'est ça? Oui, et puis après, tu contrains toujours les mêmes régions, tu vas avoir tes nocicepteurs qui vont déclencher plus tôt, et ainsi de suite, et tu rentres dans le système de sensibilisation centrale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est, voilà. Et on sait qu'en travaillant et de manière à stimuler des régions, à restimuler ces nocicepteurs à se déclencher, donc ce phénomène d'habituation à se déclencher moins vite, moins fort, plus tard, voilà, ça soulage. Ok. Alors du coup, je vais te parler de l'étude. Et comme ça, après, je pense que ça va permettre d'aller un peu plus loin sur le sujet. En fait, il y a une conjonction d'études. On sait que tu as les travaux de Paul Hodges qui ont montré, il y a très longtemps, donc Hodges, qui ont montré que du coup, tu avais des troubles de l'activation du transverse abdominal et du multifide, c'était le transverse, chez les gens Mhm. qui avaient des lombalgies. Et en fait, on s'est rendu compte que quand tu faisais des exercices pour améliorer le transverse, pour la contraction du transverse, t'améliorais les douleurs sans améliorer la contraction du transverse. Et donc, du coup, ça a mené à plein de choses. Et tu as les travaux de Guillaume Christ, qui est suisse et francophone. D'ailleurs, si tu veux discuter avec lui un jour, ça vaut le coup. Et du coup, il a fait une étude sur des personnes qui, du coup, bougeaient d'une certaine manière un peu pauvre. C'est-à-dire que, bah, tu sais, on sait que les personnes qui sont lombalgiques ont tendance à bouger un peu plus lentement, beaucoup plus gainées et tout ça. Et on pense que ça peut entretenir leurs problèmes. Donc, il a fait tout un programme de rééducation avec son équipe. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plusieurs capteurs. Ils ont pris des EMG, ils ont pris du coup ils ont fait des mesures de angles, ils ont pris plusieurs choses, ils ont mesuré la peur. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que du coup l'amélioration des douleurs pendant le mouvement n'était absolument pas corrélée à l'amélioration de la mécanique. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ils pouvaient être autant gainés qu'avant et ne plus avoir mal du tout, et être plus du tout gainé et quand même avoir toujours les mêmes douleurs. Et ce qui changeait en fait, c'est que par contre, la peur, elle diminuait. Et en fait, tu avais une relation statistique entre l'amélioration de la peur
et l'amélioration des douleurs. Et donc, est-ce que tu penses que, par exemple, ce que tu as pu produire, ça a pu ressembler à ça? Oui, c'est moi qui t'ai parlé tout à l'heure Ouais. de Hodge et de Mosley. Oui, effectivement, il y a des pistes. On peut même, on sait aussi, par exemple, que la contraction du fascia abdominis par l'intermédiaire du transverse va étirer le fascia thoracolombaire et donc va stimuler ces multifibres qui sont encapsulés dans ce fascia thoracolombaire. Et on sait à l'heure actuelle, effectivement, la lombalgie, que le fascia thoracolombaire est épaissi, mais pas qu'un peu, même double d'épaisseur et donc comprime les multifides. Et on sait par enregistrement électromyographique que ces multifides sont effectivement hypofonctionnels. Donc, oui, effectivement, il y a des choses comme ça, mais on peut même encore aller plus loin. On sait que, par exemple, si on étire les ischio-jambiers, on augmente la tension dans le fascia thoracolombaire de 240% et qu'on augmente de 180% la tension dans le triceps sural d'un point de vue facial. Or, le fascia, effectivement, c'est une source de, de, de récepteurs, de nocicepteurs extrêmement importants. Il y a 6 fois plus de récepteurs de nocicepteurs dans le fascia que dans le muscle. Donc, c'est une source d'entretien des douleurs. Bon, là, on part dans le cadre des douleurs myofasciales. Oui, après, bien évidemment, tout ça, Là, tu parles d'aller plus loin. Moi, j'ai l'impression qu'on va moins loin en se focalisant sur enfin, en parlant du fascia, que justement en essayant de voir comment le mouvement, en plus d'influencer la mécanique, ça peut influencer d'autres facteurs et notamment les facteurs psychologiques. Tu vois. oui, mais il y a aucun souci. J'étais parti sur le fascia Ouais. abdominis, sur les travaux de Hodge. Voilà. Mais oui, oui, bien évidemment. Bah, je t'ai cité Ogis parce que tu l'avais cité. Et donc là, du coup, dans ta manière de faire, est-ce que tu vois un petit peu comment ce que tu aurais pu faire avec cette personne, ça aurait pu influencer sa peur, tu vois, par exemple? Bien évidemment. Bien Bah, évidemment. Là-dessus, qu'on travaille là-dessus. C'est que par la pratique d'un certain nombre d'exercices, alors en plus, on travaille quand même à vitesse lente, c'est ce qu'on essaie de maîtriser quand même le mouvement en étant conscience, donc ça facilite quand même ça rassure quand même le patient, il s'aperçoit qu'il peut quand même se mettre dans des positions un peu extrêmes, sans douleur, parce qu'on y va progressivement, qu'on prend le temps, qu'on travaille sur la respiration et qu'on fait des choses contrôlées. Oui, voilà. Après, c'est ok, mais pourquoi je focalise là-dessus? C'est parce que contrairement à tout ce qui est coordination et tout ça, contrairement à tout ce qui va être mobilité, souplesse, tout ça, ça, c'est Mhm. un truc qui a été corrélé à l'amélioration des douleurs. Alors que là, par exemple, la souplesse, très très peu corrélée à l'amélioration des douleurs. Très très Exactement. faible la corrélation. Et donc c'est pour ça que je te pose cette question-là, parce que du coup, est-ce que ton cadre là, Mézières, finalement, ton cadre Mézières, c'est le plus adapté pour, par exemple, améliorer la peur, ou alors est-ce qu'il y a des manières encore d'adapter tout ça? Mais pourquoi faire une configuration, le plus, le moins, le machin, le meilleur, tout ça? Non, mais je Bah, rappelle je vois pourquoi. les méthodes. Non, mais méthode, ça veut simplement dire, c'est méthodos, ça veut dire simplement c'est un chemin, c'est un moyen. C'est un Mhm. moyen comme un autre. En tout cas, c'est un moyen qui permet d'avoir ces résultats-là. On n'est pas dans l'opposition, essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux et ce qui est le moins bien. Voilà, c'est simplement une manière de travailler. Je crois que c'est simplement une manière de travailler. C'est quand je disais que c'est quelque chose effectivement qui est encore d'actualité et qui fonctionne, c'est dans la pratique actuelle de la kinésithérapie avec cette volonté quand même d'une génération de kinésithérapeutes qui en ont marre de travailler effectivement des actes sous-payés, qui n'ont pas le temps effectivement de passer du temps avec leurs patients. Bon, voilà, ce travail-là, c'est un travail spécifique où on prend le temps avec nos patients, ça nous permet d'individualiser nos traitements. Après, rien n'empêche effectivement un kinésithérapeute de prendre 45 minutes effectivement avec son patient et d'avoir un travail autre, comme certainement tu fais, Anthony. Voilà, et certainement très bien. C'est pas, Ah, je, l'idée, moi, je suis pas en train de nous opposer. Je suis pas en train de dire, ah, ce que je fais, c'est mieux ou tout ça. En fait, je suis pas du tout en train de faire ça. C'est juste que, comme en fait, la méthode Mézières, c'est un cadre. Tu vois un petit peu, c'est un cadre de lecture du patient. Enfin, c'est une grille de lecture de ton patient. Enfin, dans ce que tu me dis, dans ce que j'ai lu, et tout ça, c'est une grille de lecture. McKinsey fait la même chose, non, je crois, non? Oui, McKinsey exactement. C'est une grille de lecture. On est de d'accord. lecture. Mhm. On est d'accord là-dessus. Et donc, Il va avoir effectivement ces tests spécifiques et ces évaluations spécifiques. Voilà, et du coup, c'est pareil. ouais, non, mais on est d'accord. Donc, du coup, c'est des grilles de lecture. Et ces grilles de lecture-là, bah forcément, il y en a qui vont être plus efficaces que d'autres parce qu'elles vont intégrer plus de facteurs. Et évidemment, soit
tu peux avoir plein de grilles de lecture dans ta trousse à outils et tu changes de grille de lecture en fonction de ton patient. Comme Mmh, ça, tu combles les manques que vont avoir les grilles de lecture. mmh, Soit tu n'as qu'une seule grille de lecture et donc c'est le patient qui doit se balader entre chaque thérapeute pour aller voir les grilles de lecture pour voir s'il y en a une qui lui convient. Ou alors tu en construis une qui est plus large et qui intègre tous les facteurs qui semblent pertinents. Donc, mmh. en plus de la mobilité, si on considère que la mobilité c'est intéressant, en plus de la manière de respirer, bah, peut-être qu'il y a d'autres grilles de lecture qui peuvent, et tu peux intégrer d'autres facteurs comme par exemple l'auto-efficace de la douleur. Toi qui as fait un SK, ce genre de choses. Je pense que par exemple, dans Mézières, tu as une bonne capacité, t'as moyen que ça améliore un petit peu l'auto-efficace de la douleur. Mmh. Genre, tu te souviens ce que c'était dans la méthode ou pas du tout? De quoi? Dans un SK, l'auto-efficace de la douleur. Ouais, oui, je sais pas, rappelle-moi, mais en tout cas, oui. Alors, du coup, normalement, c'est censé se sentir capable de prendre en charge ses douleurs seul. Et Mhm, en réalité, comment c'est évalué dans la littérature, qui a été mis en lien avec l'amélioration des patients, mhm, c'est se sentir capable de faire les choses malgré la douleur. Et donc, bah, il y a quand même toute une part de, finalement, côté tiers des patients, ou quand tu fais pas que des étirements en mésière, mhm. mais quand tu vas, je sais qu'il y a quand même pas mal de postures et d'étirements. Côté tiers des patients, il y a un moment où ça fait mal. Et du coup, dans ces moments-là, en fait, finalement, ça permet un peu d'améliorer comment dire, les gens, ils se sentent capables après avoir expérimenté. Au contraire, on leur dit pas, ah, ça fait mal, on s'arrête. Mais après avoir fait des trucs douloureux, on dit, ah, bah, c'est de bon traitement. Bah, les gens derrière, ils se sentent peut-être plus capables derrière de faire les choses malgré la douleur. Tu vois. Oui, 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 ou en tout cas, d'expérimenter. Moi, je vois plus comme une expérience corporelle. Exactement. Explorer son corps. Voilà. Bah, c'est exactement enfin, pour moi, c'est la même chose que ce que je viens de dire, Non, mais mais en mieux expliqué. on peut l'explorer sans douleur. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas forcément d'aller chercher la douleur. Voilà. C'est ça Ouais. que je veux. Voilà. Ouais, alors après, moi, je suis très, très, Chose. très partisan d'aller explorer la douleur des patients. Ouais. Pour le coup, s'ils sont d'accord, évidemment, et tout ça. Mais ouais, ok. Faut avoir leur accord, effectivement. Et donc, du coup, la question, c'est pourquoi je te posais ces questions-là? C'était, bah, du coup, en fait, là, je voulais voir, en fait, la méthode, la grille de lecture de Mézières. Et donc, là, de ce que j'ai compris dans la grille de lecture, ça va beaucoup se baser sur la mobilité. Et c'est vraiment, tu m'as parlé de mobilité, tu m'as parlé de mobilité, et tu m'as parlé de contraction musculaire, de réactivation des muscles, de certains muscles, tout ça. Est-ce que ça, tu peux l'évaluer, l'activation des muscles, en dehors de... Bah, évaluer, il faudra avoir une MG pour le faire. Donc Ouais. ça, voilà, c'est un peu difficile dans la pratique quotidienne du cabinet. Ça, c'est sûr. Donc non, ça on peut pas l'évaluer. Par contre, on peut évaluer. Donc comme je te disais, c'est que dans nos bilans, on a quand même tout un tas de systèmes d'évaluation, de tests normés et d'échelles multidimensionnelles. Donc ça, ce sont des choses que l'on peut faire. Ouais. Voilà. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'était un peu ce qui est assez rigolo, pourquoi je parle de tout ça aussi, c'est que Greg Lehman, il avait fait un papier en 2018 sur la modification de symptômes. Je sais pas si ça te parle. Non. En ma connaissance livresque bien bien supérieure à la mienne. Donc. En fait, du coup, l'idée, c'est que ce qu'il avait dit, c'est pourquoi tous les traitements de kiné, à chaque fois qu'on regarde des études, finalement, les résultats, c'est les mêmes. Et pourquoi les résultats, ils sont très similaires? Parce qu'en fait, c'est probablement que tous les traitements kiné, ils agissent exactement de la même manière. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à en trouver un qui est supérieur aux autres et tout ça. Donc, c'est comment donc je reviens à la question que je t'avais posée et que tu voulais me retourner. C'est qu'est-ce qui fait qu'un traitement kiné est efficace? Bah, c'est que d'abord, premièrement, bah, c'est que le patient il va avoir des attentes de guérison que tu vas faire un traitement kiné. Mm. D'ailleurs, s'il y a des attentes négatives, c'est un très fort pronostic, très fort mauvais pronostic. Ce qu'on va faire, c'est que le patient il va se sentir capable de nouveau de rebouger. Donc ça va diminuer sa peur. Il va se sentir plus capable de bouger malgré la douleur. Ça va Mm. augmenter son efficacité à la douleur. Il va se sentir capable de s'améliorer. Donc ça va diminuer son catastrophisme, ça va créer des attentes positives. Et tout ça, ça va faire que derrière, dans la vie de tous les jours, il va faire un peu plus d'activité. Et en faisant un peu plus d'activité, ça va probablement changer, comme il bougeait un peu plus, ça va probablement changer l'inflammation circulante dans le sang. Donc moins de cytokines pro-inflammatoires. Ça va probablement remettre en pression les tissus remettre en pression les tissus qu'il avait dans le dos. Genre le disque intervertébral qui n'osait plus trop bouger, qui mettait pas de pression. Or, la pression, c'est ce qui allait activer les fibroblastes, c'est ce qui allait activer tout ça, qui allait finalement faire en sorte qu'il y ait une meilleure chimie dans la zone. Et du coup, en faisant tout ça, bah, finalement,
tu peux le faire ça en faisant des étirements, en faisant du massage, en faisant ce que tu veux, en faisant tant que tu donnes des attentes, tu donnes des bonnes explications à ton patient, qu'il est convaincu par les explications et tout ça, bah, finalement, derrière, le patient, il va avoir cette modulation de symptômes à court terme, donc moins de douleur sur le moment, ce qui va faire que bah, peut-être il va avoir, ou peut-être plus de douleur d'ailleurs, ça peut être dans ce sens-là et ça peut être cool aussi. Et ce qui va faire que bah, il va peut-être se sentir plus à l'aise pour bouger et faire toute la cascade qu'on vient de dire jusqu'à présent. Et donc tu peux le faire ça avec du Mézières, tu peux faire ça avec du Mackenzie, tu peux faire ça avec du Maitland, tu peux faire ça avec, je sais pas, du massage Thai si tu veux. Tant que ça colle avec la manière de représenter le patient, que tu fais pas en sorte que le patient il évite la douleur et que donc du coup derrière ils se disent bah non, faut pas que je bouge malgré la douleur, qui est, rappelons-le, un très fort facteur pronostic, le plus fort qu'on a dans tous les facteurs qu'on connaisse. Bah, tant que tu fais ça, bah, finalement ça aide les gens. Et donc c'est pour ça que je pense que même s'il n'y a pas d'études de ouf sur Mézières, je pense que ça va probablement avoir le même effet tant que derrière, et c'est ça qui est, je pense, qui est important, c'est vous n'allez pas faire, vous allez pas faire en sorte que bah, les gens ils aient des attentes négatives sur leur récupération. Genre, il y a des gens un peu concombres qui connaissent pas les données de la littérature, visiblement, ils disent bah, vous aurez mal toute votre vie, il faut apprendre à vivre avec. Bah, ça, c'est une très mauvaise chose à faire. Il y a des gens qui disent bah, attention, là, que vous avez mal, il faut y aller mollo, et du coup, diminuez vraiment, et que vous aurez moins mal, vous pourrez reprendre. Bah, là, c'est des personnes qui, du coup, connaissent pas les données sur le taux efficace et la douleur et sur les croyances de paravitement. Du coup, il y a tout ça qui fait que bah, finalement, un traitement, il peut être efficace ou très délétère selon la personne qui l'utilise, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je te pose la question, je te pose la question sur la grille des lectures. Est-ce qu'il y a une grille de lecture plus large? Et donc, moi, je pense que c'est essentiel que tu pratiques Mézières ou que tu pratiques n'importe quoi, d'avoir cette grille de lecture plus large pour t'assurer que derrière, ça fait ça. Bon, je suis parti très loin dans mes explications, mais l'idée, c'est que dans ma compréhension de tout ce qu'on s'est expliqué, Mézières cible des facteurs qui semblent pas en accord avec les données de la littérature sur des trucs qui peuvent améliorer. À la limite, je pourrais avoir un petit doute sur la coordination. Dans la mesure où on a vu que les personnes qui avaient des lombalgies qui persistaient dans la langue, ils avaient tendance à avoir moins de variation des mouvements. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance à bouger plus de manière stéréotypée. Ce qui ne veut pas dire que c'est une cause causale. Mais du coup, dans tout le reste, ça semble assez similaire à tout ce qu'on... Enfin, la mobilité, semblerait qu'on s'en foute un peu. La contraction des muscles, la dureté des muscles, la dureté des fascias et tout ça, bah, il semblerait qu'il n'y ait pas de corrélation avec l'amélioration des symptômes. Du coup, bah, l'activation musculaire, bah, il semblerait qu'on s'en foute aussi. Si ce n'est peut-être... ouais, non, vraiment, il semblerait que c'est pas ça qui explique. Enfin bref. C'est pour ça que du coup, j'ai l'impression que Mézières, c'est sympa, mais juste parce que ça crée des bonnes attentes chez les gens, ça leur donne des explications et que finalement, derrière, ils se remettent à bouger. Dis-moi ce que tu en penses après tout ça. Mais ça, comment te dire, c'est issu de tes réflexions, c'est issu effectivement de la littérature. Là-dessus, qu'est-ce que tu veux, je t'oppose à ça, il y a aucun souci, même, je veux dire, on est entièrement d'accord. Là, comme je disais, c'est que on ne dit pas que la méthode Mézières, c'est au-dessus des autres ou que c'est mieux que les autres. C'est une manière de traiter les patients qui donne quand même plutôt de bons résultats, voilà, qui permet de travailler différemment avec son patient, voilà, et on ne dit pas que c'est meilleur que Mackenzie ou mieux qu'autre chose. On fait effectivement de l'éducation thérapeutique, et on sait bien que l'éducation à la douleur, l'éducation thérapeutique, c'est ce qui est même de supérieur par rapport à tous les traitements, ce qui est la recommandation de l'HAS sur la lombalgie persistante. Ce qui marche le mieux, c'est l'éducation à la douleur. Donc oui, si on fait déjà au moins ça, oui, c'est déjà entre guillemets réussi. Après, on peut mettre une forme différente. Alors, on peut discuter de la forme. Voilà. Moi, c'était pas... En fait, moi, là, l'objectif, c'était vraiment, au cours du live, que je comprenne Mézières, que du coup, les gens qui nous suivent comprennent ce que c'est. Donc, après, ils auront eu ta vision, qui n'est pas forcément la vision de tous ceux qui pratiquent Mézières et PGSM de manière générale. Du coup, l'idée, c'était ça, et que donc, du coup, ils se fassent une idée de bah, est-ce qu'il faut absolument que mon patient il aille faire ça? Parce que du coup, c'était un peu la question qui m'a été posée en message privé. Est-ce qu'il faut absolument que mon patient, genre, il y avait un médecin qui insistait pour que son patient il aille faire Mézières. Et donc, du coup, l'idée, c'est pas de. La réflexion du médecin, parce qu'on reste un label auprès des médecins, c'est clair, oui, effectivement, voilà, parce qu'ils se retrouvent avec des patients qui reviennent dans le cabinet qui sont en échec thérapeutique, et ben on va les envoyer chez le méziériste, eux, ils ont le temps de s'en occuper.
Voilà. C'est un peu le raccourci. On peut dire ça. C'est une réalité. C'est vrai que les médecins nous adressent effectivement des patients dans ce cadre-là. Maintenant, nous, en tant que pratiquants, encore une fois plus, on ne se met pas en marge du système, on est plutôt même complémentaire, on essaie de travailler en équipe et que ces patients-là qui nous sont adressés, on leur permette de se reconnecter dans le système et de reprendre confiance, c'est l'objectif de tous les mésiers. C'est ça, hein. C'est pas travailler en marge et complètement dans son coin, d'accord? Non, non, l'idée c'est. Il y a forcément une compétition à un moment ou à un autre, tu vois. Pas une compétition dans la le baston entre deux personnes, mais genre, si moi je dois choisir un moment, il faut que je choisisse un traitement avec mon patient. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a forcément. Faut vraiment que je fasse un choix. Donc il faut que je mette mes options de traitement en compétition les unes avec les autres. Tu vois? En fait, le problème c'est que dans ta manière de voir les choses, j'ai l'impression, et tu me dis si je me trompe, j'ai l'impression que Mézières, c'est une identité plus qu'une option de thérapeutique. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si je dis Mézières, ça ne marche pas mieux qu'autre chose, c'est pas pour dire les méziéristes, vous n'êtes pas meilleurs que les autres. C'est pour dire, bah, j'ai plusieurs options de traitement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est pas pour choisir le. oui. Non, non, mais c'est une option, effectivement une option de traitement kinésithérapique, oui. Et c'est pas une fin en soi, encore une fois de plus, hein. Je veux dire, voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu l'idée, c'est que. Mais encore une fois, on a des débats qui nous dépassent, nous, parce qu'on n'est vraiment pas, je veux dire, enfin, quand je te dis, voilà, c'est la vision que les gens ont de Mézières, enfin, en tout cas, des kinésithérapeutes en règle générale, et ce débat-là n'est qu'en France d'ailleurs, parce qu'il n'existe pas en Espagne, il n'existe pas au Portugal, il n'existe pas en Italie, il n'existe nulle part ailleurs, c'est vraiment franco-français cette histoire-là. C'est parce que c'est lié à l'histoire ancienne, effectivement, l'héritage de l'image de Mézières qui a produit ça. Après, en termes de grille, en termes de grille, je pense qu'on a à peu près la même grille que Mackenzie, c'est-à-dire qu'on a effectivement le même protocole entre guillemets d'études, avec effectivement peut-être un peu plus de personnalisation dans le traitement que Mackenzie, qui est assez académique et assez stéréotypé. Voilà, c'est tout. Après, c'est une manière de travailler différente de la kinésithérapie qui peut être tout à fait complémentaire. Et encore moi, je te le dis, je fais de la kiné, entre guillemets, désolé de dire classique, parce qu'il faut bien différencier, et de la kiné mésière. Et je fais aussi de l'ostéopathie, et la thérapie. C'est pour ça que c'est important de parler d'options de traitement et pas autre Mais chose. oui, Mais évidemment, par contre, juste, je vais avoir des problèmes à la force de parler de Mackenzie comme ça. Les gens, ils vont me tomber dessus. Moi, je me sens pas du tout Mackenzie, tu vois. Je pratique de temps en temps, donc, mais vraiment, ça reste une option. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que toi, tu as des choses. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, faut qu'ils les posent maintenant ou qu'ils se taisent à jamais. Et si toi, tu as des retours que tu veux faire avant, enfin, je crois. non, mais on va conclure, c'est avec les 22h48, on a fait, c'est très, très long. Je sais pas si tu fais des lives aussi longs d'habitude quand même, parce que là, je sais pas si nous regarder pendant 2 heures quand même là-dessus, c'est assez exceptionnel. C'est pas toujours aussi long, mais on a gardé du monde quand même, et c'est ça qui est rigolo. C'est vrai parce que les retours, je vois rien. Donc moi, je me vois que moi depuis tout à l'heure. C'est un peu dur, j'avoue, à faire ce live où je me vois que moi. Je vois pas les retours. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, je voulais te remercier, Anthony, d'avoir fait ce live. Tout débat est intéressant. En tout cas, voilà. Mézières n'est pas un dogme, on n'est pas une secte, on n'est pas en opposition ni en guerre avec le monde de la kinésithérapie, loin de là. Comme on l'a dit, je pense que c'est un outil thérapeutique comme un autre qui existe dans le panel de la kinésithérapie qui est large et qui s'enrichit. Mézières évolue, je disais donc effectivement, donc Mézières, ça reste le nom qui est connu, mais on parle plutôt de PGCM, qui veut dire, qui montre aussi l'intégration de nouveaux concepts aussi dedans, d'utilisation de nouveaux outils. On n'est pas fermé, effectivement, on n'est pas dogmatique dans un traitement comme Françoise Mézières faisait il y a 70 ans. C'est loin de là. Et donc, voilà. Après, voilà. Mais en tout cas, je voulais te remercier. En tout cas, Anthony, pour ce Ouais. soir. Moi aussi, je te remercie. C'était cool. Je suis désolé d'avoir pris tant de temps que ça. Moi, c'était bien de t'avoir. Je suis content de t'avoir eu. On m'a dit merci pour le live à plusieurs reprises, à plusieurs endroits. Donc, du coup, je pense que ce merci s'adresse aussi et beaucoup à toi. Donc, merci. J'espère que ton papa passera un joyeux anniversaire, aura passé un joyeux anniversaire. Pour tout te dire, je suis en train de rater le match de Ligue des Champions, mais voilà. Donc, pour toi, je l'ai raté, tu vois. Désolé, vraiment. Je te souhaite une belle soirée et du coup, merci à toi. Voilà. Allez, J'arrête le stream. merci Anthony, merci à tout le monde d'avoir